La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi relative au Haut Conseil de stabilité financière. Et donc j'appelle maintenant, dans le texte de la Commission, les articles de la proposition de loi. Donc sur l'article 1er, nous avons des amendements et nous commençons par les amendements de suppression. Le numéro 30, Monsieur Brun, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors par cet amendement, nous souhaitons finalement ouvrir un débat au sein de cette Assemblée. Il est vrai qu'il est rare que des députés ou des sénateurs décident de se priver d'une faculté de siéger au sein d'un comité ou d'une autorité, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Toutefois, nous pensons que c'est une mauvaise idée de mettre des parlementaires dans cette institution. Pourquoi? Parce que ce Haut Conseil de stabilité financière, eh bien, il a un rôle, c'est un rôle d'expertise. Et personne ne comprendrait d'ailleurs que le Haut Conseil des finances publiques, par exemple, soit compris de parlementaires. Ce Haut Conseil de stabilité financière, il a un rôle d'expertise, donc doit être composé d'experts. Si on ne souhaite pas avoir d'expertise, alors on supprime le Haut Conseil de stabilité financière. Nous craignons une extrême politisation de l'institution qui amènerait finalement le gouvernement à avoir tous les pouvoirs dans cette Assemblée, puisqu'il y aura dans ce Haut Conseil à la fois le ministre de l'économie et puis députés et sénateurs. Et nous avons essayé en commission d'ajouter un député ou un sénateur de l'opposition pour au moins équilibrer. Et on voit bien que ça n'a pas été possible. Et donc, dans ces conditions, l'article tel qu'il ressort de nos débats de la commission, eh bien, donne tous les pouvoirs à la majorité présidentielle. Et donc, de notre point de vue, c'est une politisation excessive de ce Haut Conseil dont nous voulons ici rappeler à quel point il est important qu'il demeure indépendant vis-à-vis de toutes les pressions politiques pour défendre la stabilité financière de notre pays et dans le même temps la capacité de nos ménages à s'endetter sans se surendetter. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement de suppression. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Alors tout d'abord, je voudrais répondre à notre collègue sur certains éléments qui viennent d'être précisés, mais qui ont été aussi précisés dans la discussion politique générale. Nous proposons de mettre un député et un sénateur avec, bien entendu, la parité. Ça a été acté en commission au sein du HCSF pour que la représentation nationale, que le Parlement puisse être représenté dans cette instance. Cette instance, même si vous estimez qu'elle est technique, elle donne des normes qui s'imposent à la loi et qui s'imposent aux Françaises et aux Français. Il est donc normal que le Parlement puisse être représenté et participer à ces débats. Ce n'est pas une simple instance, c'est-à-dire qui donnerait juste avec une expertise des préconisations. C'était le cas jusqu'en 2021. Or, en 2021, le HCSF a décidé de faire de ces préconisations, d'en faire des normes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il nous semble important que le Parlement puisse participer à ces débats et pouvoir éventuellement s'exprimer. Il n'y aura pas de problème politique. Il n'y a pas de problème politique aujourd'hui avec les personnes qualifiées qui sont désignées par le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre de l'économie. Seul, pour l'instant, représentant politique pourrait être le ministre de l'économie, mais je tiens à vous rappeler que le HCSF fonctionne en fonction de l'ordre du jour et que les propositions qui sont mises à débat sont faites par le gouverneur de la Banque de France et uniquement par le gouverneur de la Banque de France pour justement garantir le non-apport de débats politiques au sein du HCSF. Et enfin, pour confirmer ce sur quoi je m'étais engagé avec certains élus, d'ailleurs, lors des débats en commission, il y aura des amendements, dont un amendement de notre collègue Nadia Hay, sur lequel je donnerai un avis favorable qui permettra de garantir que l'opposition soit représentée au sein du HCSF. Voilà, donc je pense que toutes les garanties sont là et que le travail qui a été fait en commission, nous devons le poursuivre dans cet axe-là conformément aux débats que nous avons eu en commission et ça nous permettra d'atteindre notre objectif de faire que le Parlement ait sa place aussi de contrôle au sein de cette instance. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Et j'aurai le même avis que le rapporteur Causse sur cet amendement de suppression du député Brun. Je rappelle quand même que la proposition de loi qui est portée par le député Causse vise justement à renforcer l'association du Parlement aux prises de décision du HCSF. Pour le reste, son explication a été très claire. J'aurai donc le même avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Brun, vous avez la parole. Bien, à l'annonce effectivement de ces amendements complémentaires de notre collègue Nadia Hay, je retire cet amendement.
Je vous remercie. Nous en arrivons au numéro 16. Monsieur Zittenstuhl, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors, merci, chers collègues. Attendez quand même de voir ce que je vais dire. Bon, je suis même assez surpris, mais je me retrouve en fait dans une argumentation socialiste sur un sujet financier, pas fréquent. Pas fréquent, mais je pense que voilà, nous devons être extrêmement prudents dans ce que nous sommes en train de faire avec le Haut Conseil de stabilité financière. C'est une instance qui a été instituée il y a 10 ans par la loi bancaire, qui a été longuement débattue au sein de cet hémicycle sous présidence socialiste et qui est lui-même issu des différents textes, directives, règlements qui ont été adoptés au niveau de l'Union européenne pour renforcer la surveillance et la stabilité de la zone euro et puis plus largement de l'Union européenne sur le plan économique et financier. Je suis allé voir les échanges qu'il y a eu lieu il y a 10 ans au sein de cet hémicycle sur cette question. Et il a été assez clair dès le début que les parlementaires n'avaient pas leur place au sein du Haut Conseil de stabilité financière, et je reprends l'argumentation qui a été prise par notre collègue Philippe Brun. Alors on voit qu'il y a une volonté qui est un peu différente maintenant, et donc cet amendement est un amendement de réécriture globale de l'article, et qui propose que le président du Haut Conseil de stabilité financière ait la faculté d'inviter de temps en temps, lorsque l'ordre du jour le commande, un membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et un membre de la Commission des finances du Sénat. Il faut ouvrir cette faculté, mais je pense, chers collègues, vraiment je vous invite à beaucoup de prudence. Nous devons faire extrêmement attention, et je pense que les parlementaires n'ont pas leur place au sein du Haut Conseil de stabilité financière. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme précédemment, je voudrais rappeler à notre collègue que lorsqu'en 2013, le HSF a été créé, le HSF donnait des recommandations, que c'est depuis 2021 qu'il en a fait des normes, c'est-à-dire des normes qui s'imposent aux établissements bancaires, qui s'imposent aux Françaises et aux Français. Donc les conditions ne sont pas les mêmes qu'à l'époque de la création du HSF. Quant au risque de stabilité financière et bancaire, je veux dire une bonne fois pour toutes, aujourd'hui nous avons la Banque de France, nous avons les normes BAL 3, nous avons la Banque Centrale Européenne, les contrôles, nous avons l'AMF, les contrôles sur les établissements bancaires pour garantir justement qu'il n'y ait pas d'instabilité financière et bancaire sur notre organisation, est plutôt, je dirais, solide. Et d'ailleurs, tous les tests qui sont faits sur les établissements bancaires européens montrent que les 6 grosses banques françaises sont celles qui résistent les mieux à tous les tests qui sont faits au niveau européen. Pourquoi ? En grande partie parce que nous avons des crédits immobiliers les plus sûrs au monde, des crédits immobiliers sur des taux fixes, amortissables, qui font une spécificité française et qui ont fait que dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu des crises liées à l'immobilier, en France, ça n'a jamais été lié à l'immobilier. Jamais, grâce au système français de taux fixe amortissable qui est le plus sûr, avec des garanties et des cautions derrière. Le système français de crédit immobilier est sûr. Le taux, je le dirai, j'aurai l'occasion de le redire dans le débat, le taux de difficulté de la part des Français de 0,75% sur les crédits immobiliers, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les crédits immobiliers qui surendettent les Français. Ceux qui surendettent les Français aujourd'hui, ce sont ceux qui sont obligés de louer dans le secteur privé, dans lequel aucune norme n'empêche de pouvoir mettre 50% de ses revenus pour louer un logement dans le secteur privé. C'est là où la paupérisation des Françaises et des Français se fait. Toutes les études le démontrent. Donc voilà, donc je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur ces normes, rassurer, je dirais, la représentation nationale ici que cette PPL non seulement ne remettra pas en cause la solidité du système français, mais permettra, je dirais, beaucoup plus de transparence et peut-être d'être un peu plus pragmatique sur les décisions du HCSF. Donc avis défavorable ou alors retrait. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci. On est ici sur un amendement, comme vous l'avez dit, qui vise à donner la possibilité pour le président du HCSF d'inviter un membre de la Commission des finances à assister aux réunions. Il me semble que j'en suis même sûr, ce sujet, on est sur un sujet qui relève véritablement de la volonté du Parlement. Et pour ma part, j'aurai donc un avis de sagesse. Je vous remercie.
Je vous remercie. Alors, il est maintenu votre amendement, Monsieur Sissenstuhl, et après j'ai Monsieur Boulou qui souhaite s'exprimer s'il est maintenu. Non, en fait, comme vous êtes l'auteur de l'amendement, soit vous le maintenez. D'accord. Je le maintiens. Voilà, d'accord. Et à ce moment-là, Monsieur Boulou aura aussi la parole. Je ne vais pas faire une réponse très longue. De toute façon, on aura l'occasion de discuter ce soir. Il y a beaucoup d'amendements. Ce que nous a dit le rapporteur, pour moi, va dans le sens du fait que nous devons conserver un HCSF qui soit plutôt protégé des interventions et des débats politiques. Voilà, nous avons un système qui fonctionne. Et la crainte que j'ai, et je partage avec ce qui a été dit tout à l'heure par le collègue socialiste, c'est que progressivement, nous fassions de cette instance un lieu de débat politique, un lieu de joute politique, alors que ça doit d'abord être une instance qui effectivement édicte des normes. En France, il y a des instances administratives qui édictent des normes. La loi, la Constitution fixe le domaine de la loi et donc du règlement. Mais si nous faisons du HCSF un lieu de joute, de représentation politique, je pense que nous allons dénaturer l'objet qui est le sien à l'origine et qui est de garantir la stabilité des marchés et du système financier français. Je vous remercie. Alors, Monsieur Boulou, qui avait demandé la parole avant vous, je vous en prie, et ensuite, Madame Hay. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, nous avons des divergences sur ce texte. Nous pensons que les décisions du Haut Conseil de stabilité financière sont actuellement bonnes. Donc, on ne voit pas la nécessité de le changer. Cependant, je voulais quand même venir en soutien de l'amendement du collègue, parce que d'ailleurs, il nous a cités. Donc, ça fait toujours du bien d'entendre parler d'un peu de socialisme dans cet hémicycle. Donc, voilà, notre groupe soutiendra cet amendement. Je vous remercie. Madame Hay, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Le groupe Renaissance ne suivra pas l'amendement de mon collègue Charles Sissenstuhl, parce que cet amendement vise à réécrire tout simplement l'article 1, où il revient sur l'intégration de 2 parlementaires au sein du Haut Conseil et donne seulement la possibilité à ce qu'il y ait des députés et sénateurs qui soient invités. Et donc là-dessus, nous ne sommes pas favorables parce qu'on revient finalement à la représentation démocratique dans cette instance, que les instances aussi représentatives de nos concitoyens ne puissent pas siéger dans ce Haut Conseil qui prend des décisions déterminantes et qui impactent directement la vie de nos concitoyens. Là, il s'agit très franchement du consentement aussi au processus démocratique. Et je pense que cette Assemblée, à plusieurs reprises, a défendu le fait que la représentation nationale soit représentée dans différentes instances délibératives et décisionnaires. Et je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse s'opposer à cet article 1 qui donne, encore une fois, plus de puissance à la représentation nationale. Et moi, je ne suis pas d'accord sur cet argument qui consiste à dire qu'un député, un sénateur qui intègre une instance soit de l'ingérence politique. Eh bien, dans ces cas-là, il est à remettre en cause dans tous les organismes extraparlementaires, dans tous les organismes, la CNIL, d'autres instances, d'autres organismes extraparlementaires. Donc, encore une fois, faites attention aux arguments qui sont utilisés. Moi, je ne pense pas, effectivement, que ça soit de l'ingérence politique. Pour moi, il s'agit juste d'une juste représentation de nos concitoyens au sein d'un Haut Conseil qui prend des décisions déterminantes. Alors, je vous remercie. J'ai quasiment chaque groupe qui souhaite s'exprimer, le rapporteur plus le président. Je vous propose, comme c'est l'article 1er, c'est le démarrage de la discussion, si ça vous convient, tout ce qu'on puisse avoir ces interventions-là, et si vous en êtes d'accord, qu'elles soient relativement aussi concises, ce qui permet le débat dans la concision. Donc, je vous laisserai après, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Donc, j'ai madame Dalloz. Vous avez la parole, madame Dalloz. Et ensuite, voilà, ensuite. J'entends nos collègues s'émouvoir du fait qu'un parlementaire pourrait influencer les membres du Haut Conseil de stabilité financière. Enfin, est-ce qu'il faut vous rappeler quels sont les membres de droit ? Je trouve que c'est bien de dire des choses. Il y a le gouverneur de la Banque de France, normalement le ministre, le gouverneur de la Banque de France, le président de l'autorité de contrôle prudentiel de la CPR,
le vice-président de la CPR, le président de l'autorité des marchés financiers, le président de l'autorité des normes comptables, plus des personnalités qualifiées désignées, qui ne sont pas membres de droit, mais qui sont des membres de personnalités qualifiées. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un député, un ou une députée, un ou une sénateur vont changer l'orientation de ces personnes? Enfin, soyons sérieux. Moi, je veux bien qu'on fasse des amendements pour faire des amendements, mais il y a un moment donné, on veut être crédible dans ce qu'on développe. Et je crois que sincèrement, aujourd'hui, que la représentation nationale s'assure que la bureaucratie ne tourne pas que dans l'entre-soi, ça me semble être une vérification et une mesure de bon sens. Je vous remercie. Alors, Monsieur Lotio et ensuite Monsieur Rome. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. On pourrait s'interroger longuement sur le Haut Conseil de stabilité financière, dont le principal article de gloire aujourd'hui est quand même d'avoir contribué largement à la crise immobilière que nous subissons. Vous dites, bien sûr que si, vous dites, Monsieur le rapporteur a dit qu'en effet, il n'y a pas de problème sur les prêts immobiliers, forcément, il n'y en a quasiment plus. Donc, à partir du moment où il n'y en a plus, on a résolu le problème. Merci le Haut Conseil. Au-delà de ça, l'amendement pose vraiment le problème de principe. C'est-à-dire, est-ce qu'on va sur un gouvernement des experts, finalement, voilà, il n'y a que les économistes, avec les résultats brillants qu'on connaît, qui dirigent tout, ou est-ce qu'on décide qu'il y a un peu de représentants de la nation dans ce conseil? Ça a l'air d'en choquer certains. Moi, ça me paraît assez logique. On pourrait même aller beaucoup plus loin. Ce projet de loi même ne va sans doute, cette proposition de loi n'a sans doute pas assez loin, mais en tout état de cause, c'est quand même un minimum qu'on peut avoir, et c'est pour ça que nous voterons contre donc cet amendement. Je vous remercie. Monsieur Rome, vous avez la parole. Oui, avec cet amendement, moi, il me semble qu'on est déjà, en fait, dans l'ingérence politique. Elle a déjà lieu, en fait, au sein du Haut Comité. Parce que c'est une vision idéologique que de croire qu'il y a, en fait, une objectivité des décisions économiques, qu'elles sont purement techniques. En fait, on dépolitise l'économie et, enfin, on le sait ensemble, le choix d'ouvrir ou non le crédit à 33% ou à 35% de taux d'endettement, ce sont des choix politiques. Et donc, il est absolument nécessaire que les élus de la nation puissent être représentés, ne serait-ce que pour participer au débat, à des choix qui sont purement politiques. Donc, il me semble absolument important d'avoir de la transparence et cet amendement ne permet pas d'avoir cette transparence-là et de pouvoir participer au débat. Donc, nous serons contre. Je vous remercie. Alors, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, je serai rapide, juste pour préciser à notre collègue Brun en particulier que si cet amendement était amené à être voté, tous les amendements suivants tomberaient, tout le travail de la Commission tomberait, et comme tout à l'heure vous avez dit que vous étiez satisfait justement que la représentation nationale, que le Sénat puisse être représenté et qu'on puisse intégrer l'opposition au sein du HASF, je tiens à vous alerter sur un vote qui pourrait avoir l'effet inverse de ce que vous aviez souhaité en retirant votre amendement précédemment. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Bon, moi j'ai été contre l'amendement de suppression. J'allais dire que je suis encore plus contre cet amendement parce que là, du coup, on laisse au Haut Conseil le fait de décider si oui ou non il y a des politiques. Bon, c'est quand même donner, j'allais dire, un pouvoir plus qu'important à une institution de ce type. Moi, je pense que la question de l'économie est politique. Voilà, raison pour lesquelles, par exemple, je suis contre l'indépendance des banques centrales. Donc c'est une question de fond qui est posée. Quand le Haut Conseil a été décidé, il a été décidé après la crise des subprimes. Donc quelque part, la politique qu'il a mis en place, elle est éminemment une réaction politique par rapport à la politique des subprimes et la raison pour laquelle celle-ci s'est déclenchée aux États-Unis. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait quelque part l'idée que des techniciens, entre guillemets, prendraient des décisions politiques qui seraient, j'allais dire, plus pures que si elles étaient sans influence du législateur. Et puis là, en plus, il y a un autre problème, c'est que ça a été dit tout à l'heure par ma collègue Marie-Christine Dalloz, c'est qu'il y a des politiques dans ce Haut Conseil, puisqu'il y a l'exécutif qui est représenté. Bon, et que là, il serait en plus paradoxal de penser que par essence,
l'exécutif étant au Conseil prend des décisions qui sont par nature objectives et techniques, et que par contre le législateur ne serait pas capable, j'allais dire, de peser ou d'avoir un avis en tant que tel qui ne serait pas celui des lobbies, parce que j'ai vu que c'était ça aussi qui était soupçonné. Bon, moi je pense qu'un législateur, il peut être dans une instance de ce type, avoir un avis politique sans que ça soit forcément parce qu'il est sous pression d'un lobby. Voilà, je trouve que c'est en plus une vision un peu déshonorante du parlementaire. Donc pour toutes ces raisons, je suis contre cet amendement ou tout amendement qui remettrait en question l'essence et l'esprit de cette proposition, même si par contre j'estime qu'il faudra s'enquérir d'un pluralisme. Je vous remercie. Je vais donc pouvoir mettre aux voix cet amendement. Donc je vous rappelle, la Commission a émis un avis défavorable, le gouvernement un avis de sagesse. Qui est pour? Qui est pour l'amendement, hein? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le premier, le 19. Monsieur Rome, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement vise à justement permettre une meilleure prise en compte des pluralités de points de vue, une meilleure représentativité. Et donc l'idée est de passer de 10 à 12 membres et donc de désigner 4 parlementaires. Alors 2 seraient désignés par les présidents des assemblées et 2 seraient les présidents de commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et à quelle fin? Si on veut que l'opposition soit présente, autant faire en sorte que l'opposition se représente elle-même. Et on sait que les commissions des finances sont représentées par les oppositions. Et donc c'est la meilleure garantie pour faire en sorte qu'on ait une représentativité la plus large. Alors est-ce que c'est trop? Puisqu'on atteint un équilibre politique, en plus qui va perdurer dans le temps, c'est ce qu'il faut en fait. Si on réduit, si on est à 10, on court le risque de ne pas avoir une vraie représentativité de l'ensemble des groupes politiques. Donc, je pense qu'il faut arriver à 4, d'autant plus que, par exemple, à la CNIL, c'est déjà le cas. On a 4 parlementaires qui sont désignés. Et donc, si on veut faire en sorte que cet équilibre existe, avec 12 parlementaires, on garantira une pluralité des points de vue et on fera en sorte qu'il y ait aussi un équilibre qui se crée au sein des parlementaires, entre les parlementaires, au sein du haut comité. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous nous avez présenté le numéro 2 aussi, Monsieur Rome? Le suivant, en fait, c'est plutôt que les parlementaires de l'opposition soient désignés par les présidents de commission de finances. Dans le premier, ce sont les présidents de commission de finances qui siègent de droit, et dans le second, donc, ils désignent. Et nous en arrivons au 52. Madame Marigui, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. En fait, cet amendement numéro 52 complète et améliore l'amendement de Monsieur Rome, puisqu'il propose d'assurer une représentation équilibrée en genre et donc en nombre entre les 2 chambres du Parlement au sein du Haut Conseil de stabilité financière. Son adoption permettra d'avoir 2 députés et 2 sénateurs au sein du Haut Conseil, soit un total de 4, répartis avec 1 et 1 députée pour l'Assemblée nationale et 1 et 1 sénatrice pour le Sénat. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements? Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais faire la même réponse pour les 3 amendements. Je mettrai des avis défavorables parce que je suis très attaché, d'une part, à l'équilibre qui a été trouvé lors de la commission, que des amendements quasi identiques ont déjà été repoussés par la commission il y a 15 jours, 3 semaines, lorsqu'on s'est vu. Donc, la commission s'est déjà prononcée contre ces amendements. Je pense que l'équilibre que l'on a, plus l'engagement d'avoir derrière la représentation de l'opposition au sein du HCSF, c'était ce sur quoi on s'était engagé, sera respecté, je l'espère, dans quelques minutes. Et puis vous dire, si on veut mettre plus de parlementaires, j'avais déposé un amendement que j'ai retiré parce qu'effectivement le président de la commission s'est aussi engagé. Rien n'empêche les présidents des commissions des finances d'auditionner les membres du HCSF, et je pense que ça sera des choses qui se feront peut-être de façon plus courante que précédemment, et ça sera l'occasion peut-être d'avoir un vrai débat avec tous les parlementaires et les membres du HCSF. Donc avis défavorable de la commission sur ces 3 amendements. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole.
Sur ces 3 amendements, j'aurai le même avis que le rapporteur, c'est-à-dire un avis défavorable. Je vous remercie. Madame Hay, vous avez la parole. C'est que ça. Merci. Merci Madame la Présidente. Vous avez noté, mes chers collègues, que le groupe Renaissance était pour l'intégration de parlementaires au sein du Haut Conseil et c'est l'objet de cet article 1. De là à passer de 2 parlementaires à 4, ça nous semble assez disproportionné. Nous souhaitons garder un équilibre au sein de la gouvernance. Si nous votons vos amendements, c'est 1/3 de la composition du Haut Conseil qui bascule aux politiques. Et ça nous semble être déséquilibré, parce que ça va se faire forcément au détriment de quoi? D'une expertise. Donc là-dessus, nous ne sommes pas favorables à ce qu'il y ait plus que 2 parlementaires qui y siègent. Et pour répondre aux arguments de mon collègue Sébastien Rome sur le pluralisme, parce que c'est ça dont il est question, c'est votre crainte, c'est de dire qu'il y aura des députés et sénateurs de la majorité qui siégeront au sein de ce Haut Conseil. Or, l'amendement qui est présenté par le groupe Renaissance, qui va être en discussion tout à l'heure, qui est d'ailleurs issu des débats que nous avons eus en commission, parce que je vous rends ce qui vous appartient, vous avez mis ce sujet du pluralisme sur la table. Et donc, nous avons travaillé et nous proposons à ce qu'il y ait un pluralisme, que le pluralisme politique soit respecté dans la désignation des parlementaires. Mais nous tenons absolument à ce que le nombre de 10 membres soit conservé avec l'intégration de 2 parlementaires supplémentaires et non pas 4 comme vous le souhaitez le suggérer. Donc nous ne voterons pas vos amendements, mais pas en désaccord sur le fond qui concerne le pluralisme, mais plutôt sur la forme et la composition du Haut Conseil que nous souhaitons conserver à 10 membres. Je vous remercie. Monsieur Rome, vous avez la parole. Oui, merci. Moi, j'ai un problème quand même, si on en reste à 10 membres. C'est comment on définit l'opposition. Donc, je vais prendre le cas concret. Le plus simple, c'est effectivement de demander au président de la commission des finances, au président de la commission des finances, ou directement eux qui puissent siéger. Parce que si on prend l'opposition, par exemple, du Sénat, eh bien, en fait, ça peut être la majorité parlementaire qui est ici. Donc finalement, on se retrouverait avec 2 députés qui sont du même courant politique. Donc il y a un manque de définition de ce que c'est que l'opposition. Et donc ce que l'on pose, en partant de 10 à 12 membres de la commission, et donc 4 députés, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie pluralité qui existe. Et enfin, on me dit 4 ça fait trop par rapport à l'ensemble, mais en fait ça s'équilibre puisqu'on a des parlementaires de différents courants politiques. Donc finalement, en se neutralisant les uns les autres, on n'a pas l'effet que l'on a de surreprésentation avec 10. Je vous remercie. Alors, je vais mettre aux voix ces amendements qui sont en discussion commune. Donc, le premier avec un double avis défavorable, le 19, qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Le numéro 2, même avis, même vote, mes chers collègues. Il n'est pas adopté. Et le 52, donc c'est les mêmes avis, même vote. Il n'est pas adopté non plus. Nous en arrivons au numéro 3. Vous avez la parole, oui, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Pour faire un peu de place aux députés, nous proposons d'équilibrer et limiter l'emprise du pouvoir exécutif sur les décisions prises par le Haut Conseil de stabilité financière. Et la meilleure manière, c'est de retirer la possibilité pour le ministre chargé de l'économie de nommer qualifié. Parce qu'à ce jour, le ministre de l'économie préside le Haut Conseil de stabilité financière et bien sûr, il y siège. Pourtant, il dispose également d'un pouvoir de nomination de sa personnalité. Le fait de siéger et de pouvoir nommer d'autres représentants nous semble redondant. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne siègent pas, pour leur part, au sein de ce Haut Conseil.
Alors, cela permettra de garantir un équilibre des positions et des décisions de ce Conseil en contribuant à une meilleure stabilité des équilibres internes qui auraient sinon été modifiés par la proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Merci, Madame la Présidente. Donc, je tiens à rappeler que les personnalités qualifiées sont complètement indépendantes. Elles sont choisies uniquement à raison de leurs compétences dans les domaines monétaires, financiers ou économiques et soumises à des obligations déontologiques strictes fixées par les articles L631-2-3 du CMF. Donc aujourd'hui, les 3 personnes qualifiées désignées par le ministre de l'Économie, la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat sont des personnes qui apportent la contribution, je dirais technique, une certaine expertise au sein du HCSF. Rien n'a été remis en cause au sein des auditions que nous avons eues sur ces participations, bien au contraire. Donc avis défavorable à cet amendement. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cet amendement très clairement présenté vise donc à supprimer une personnalité qualifiée nommée par le ministre. J'y serais en toute logique défavorable. En plus des arguments portés par le rapporteur, j'ajouterais juste que la nomination d'une personnalité qualifiée repose sur ses compétences, vous le savez, dans les domaines monétaires, financiers ou encore économiques. À côté des personnalités qualifiées nommées par les présidents, la nomination d'une personnalité qualifiée par le ministre de l'Économie permet aussi de respecter un certain équilibre au sein même du HCSF et c'est pourquoi j'aurai un avis défavorable à l'amendement porté par monsieur le député Salah. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons plusieurs amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 4. Et donc, on m'indique que sur cet amendement 4, il y a une demande de scrutin public par le groupe de la France Insoumise qui est annoncée dans notre enceinte. Alors, Monsieur Rome, vous avez la parole. Oui, avec cet amendement, on essaye de creuser cette question en fait, de la représentativité et on demande qu'au sein de chaque assemblée parlementaire, ces personnalités qualifiées qui sont au sein du Haut Conseil puissent être désignées sur avis conforme de la commission permanente chargée des finances en statuant par bulletin secret à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés et non directement nommés par les présidents d'Assemblée. Je vous remercie. Je vous remercie. Et le 23. Merci, Monsieur Lefebvre. Alors, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, comme ça vient d'être précisé, cet amendement demande à ce que les députés et les sénateurs qui seraient désignés soient, je dirais, soumis après audition par l'Assemblée et le Sénat à un vote à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Nous avons déjà demandé à ce que ces parlementaires soient auditionnés, à ce qu'ils respectent justement le fait de ne pas être soumis à des intérêts extérieurs ou à du lobbying. Ça me semble correspondre à justement ces enjeux d'indépendance qui est la seule, je pense, et l'unique axe et en tout cas condition que nous devons regarder dans la désignation des parlementaires. Voilà, donc avis défavorable parce qu'on prendrait le risque avec en particulier un vote des 3/5 que de ne pas pouvoir désigner alors que nous pourrions avoir des parlementaires compétents et indépendants et qui pourraient donc représenter l'Assemblée et le Sénat au sein du HCSF. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire le rapporteur Causse. Ce sera donc sur l'amendement 23 et l'amendement numéro 4, un avis défavorable pour exactement les mêmes raisons. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Brun, vous avez la parole. Bien, je crois que le débat que nous avons est assez intéressant. Soit nous pensons en effet que le Haut Conseil est une instance d'expertise qui ne fait que des recommandations. Et dans ces cas-là, les parlementaires n'ont pas à y figurer, c'est une instance d'expertise. Soit nous pensons que c'est une instance normative et dans ce cas-là, prend des décisions qui relèvent finalement par délégation du législateur et du pouvoir administratif. Et dans ces conditions, il nous paraît en effet assez légitime que les personnalités qualifiées qui sont nommées au sein de ce Haut Conseil fassent l'objet d'une audition comme les autres auditions qui sont prévues en application de l'article 13 de la
Constitution. Et donc pour toutes ces raisons, nous soutiendrons cet amendement. Je vous remercie. Il n'y a pas d'autre prise de parole. Je vous rappelle, c'est un scrutin public sur cet amendement numéro 4. Donc je vous rappelle que c'est un avis défavorable de la commission, défavorable du gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc votant 64, exprimé 64, majorité 33, pour 35, contre 29, l'Assemblée nationale a adopté. Alors, nous en arrivons donc au vote de l'amendement 23, donc c'est un double... Pardon, excusez-moi, il est tombé, il était en discussion commune. Nous en arrivons au 36, l'amendement 36 qui me le présente. Oui, soit Monsieur Cazeneuve, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement de rédactionnel et de cohérence sur cet article qui n'est pas écrit en écriture inclusive, sauf cette partie-là. Donc je propose de revenir à l'écriture initiale qui désigne non pas les personnes, mais les fonctions. Donc voilà, c'est rédactionnel et cohérence. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement. Merci Madame la Présidente. Donc en effet, un amendement rédactionnel qui me semble utile afin d'améliorer la clarté et la cohérence de la loi. Donc avis favorable. Je vous remercie. Madame la Ministre. Favorable. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons au numéro 6. Monsieur Salah, vous avez la parole. Oui, simplement, on a parlé de pluralisme et donc on lui donne une définition, c'est de garantir que les parlementaires désignés par les présidents de chaque chambre soient issus des oppositions parlementaires. Donc ça montre qu'on n'est pas défavorable à ce qui est des parlementaires, mais qui seraient donc désignés par chacune de ces chambres, des présidents de ces chambres. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, j'y serai entendu défavorable au profit de l'amendement que nous aurons examiné juste après, qui justement garantit que les oppositions et que le pluralisme peut être présent au sein du HCSF en représentation en tout cas des parlementaires. Donc avis défavorable. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Même avis. Je vous remercie. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Donc le 17, qui nous le présente. Monsieur Rome, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ça ne fait pas tomber les suivants encore? D'accord. Donc là, cet amendement vise en fait, à partir d'une proposition que faisait le rapporteur, faire en sorte que les députés qui soient désignés, qui soient titulaires, en fait, soient désignés par les présidents de commission des finances et que les suppléants soient désignés par les présidents, par les présidences des assemblées nationales et du Sénat. Voilà. Je vous remercie. Le 18, Monsieur Salah, vous avez la parole. Oui, c'est un petit peu dans le même sens. Nous souhaitons que soit nommé au Haut Conseil de stabilité financière un parlementaire titulaire et un parlementaire suppléant qui seront désignés par le président de la commission des finances. Ce dernier sera chargé de respecter une représentation de la majorité parlementaire et de l'opposition parlementaire au sein de ce binôme. Je vous remercie. Et pour le 5, il est présenté également, il est défendu? Il est défendu, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements? Merci Madame la Présidente. Donc,
comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la représentation sera actée sur l'amendement qui va bientôt arriver. Aujourd'hui, les désignations se font par les présidents des deux chambres, Assemblée et Sénat, en fonction des compétences d'abord des parlementaires qui sont représentés. Ils se mettent d'accord, ça arrive déjà pour des raisons de parité. Ils le feront demain en plus pour des raisons justement de représentativité, de pluralisme au sein du HCSF. Je pense qu'il faut laisser les désignations se faire ainsi après, bien entendu, audition de ces personnes par les deux commissions. Donc avis défavorable à tous ces amendements. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. J'ajouterai aussi aux propos du rapporteur Causse que sur ces amendements qui visent à ajouter 2 parlementaires suppléants aux 2 parlementaires mentionnés dans la proposition de loi, je souligne aussi la nécessité de, si ce n'est de simplifier l'organisation du HCSF, mais à minima de ne pas la complexifier outre mesure. L'organisation des séances est déjà complexe, une organisation trop complexe, vous le savez mieux que moi, n'est que trop rarement efficace, et en plus des arguments du rapporteur Causse, j'ajouterai celui-ci. J'aurai donc un avis défavorable sur ces 3 amendements. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Colombani, vous avez la parole. Oui, merci madame. Je m'appelle Castellani, si je me rappelle bien, mais peu importe. Mon nom, c'est Castellani. Alors, je suis vraiment désolée, monsieur Colombani, parce que non, c'est pas la première fois en plus que ça arrive. Non, c'est pas bien grave. Et j'en suis vraiment navrée. Je vous présente mes excuses, monsieur Castellani. C'est habituel. En termes de marketing, il va mieux s'appeler Colombani, j'ai remarqué, que Castellani. Enfin, mais j'en suis vraiment navrée. Je vous prie d'accepter mes excuses. Non, je vous en prie, c'est une parenthèse, c'est pas grave. Non, ce que je voudrais faire juste une remarque en passant, en écoutant ces débats. Bon, nous sommes d'accord pour la présence des parlementaires au sein de la direction du Haut Conseil, nous l'avons dit tout à l'heure à la tribune. Mais je voudrais simplement relativiser au passage l'importance du sujet, en rappelant quand même que de très nombreux organismes interviennent dans le domaine de la gestion financière. Il y a la politique budgétaire et financière des institutions à Bruxelles, il y a la politique financière de la Banque centrale de Francfort, il y a les choix politiques du gouvernement ici, bien entendu, il y a les incitations que nous connaissons bien de la Banque de France, il y a la politique de gestion de la dette par France Trésor, enfin, et puis d'autres organismes. Voilà. Cette remarque, c'est aussi une façon de souligner l'importance des débats budgétaires que nous pouvons avoir en commission des finances ou ici en séance et des décisions que nous prenons dans ce domaine. Voilà, c'est juste une parenthèse. Merci. Je vous remercie, monsieur Castellani. Je vais donc mettre aux voix le premier amendement, le 17, qui a un double avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour ? Alors, attendez, parce que vous levez la main, je reprends. Qui est contre ? Il est adopté. Alors, je vous indique que l'adoption de cet amendement fait tomber l'amendement 45. Je vais... Et tous les amendements de la discussion commune. Je vous annonce que sur le vote de l'amendement 37 et identique, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Et sur l'amendement 37, qui nous le présente. Mes chers collègues, qui nous présente l'amendement 37, Madame Hay, c'est vous qui nous le présentez. Oui, chers collègues, vous pouvez parler de débandade, vous pouvez être fiers de ce que vous venez de voter. Moi, je pense que... Oui, on verra d'ici la fin des débats, mais en tout cas, l'amendement qui est présenté, l'amendement 37, est issu des débats de la commission pour assurer
un pluralisme au sein du Haut Conseil. Moi, ce que je note, c'est que nous avons des débats en commission qui nous permettent d'avancer, d'enrichir le texte pour avancer en toute confiance. Et je note que les collègues de la gauche ne l'entendent pas de cette manière et continuent à jeter le soupçon sur le pluralisme que nous souhaitons intégrer au sein du Haut Conseil, et donc votent des amendements à tout va qui n'ont plus de sens, qui ne donnent plus aucun sens à cet article 1er. Donc voilà, l'article 37 présenté par le groupe Renaissance eh bien, souhaite assurer le pluralisme au sein du Haut Conseil des députés et sénateurs qui vont intégrer la gouvernance du Haut Conseil. Je vous remercie. Le 44, Monsieur Causse, vous nous le présentez ou... C'est un amendement identique, donc les mêmes arguments que notre collègue Madame. S'il vous plaît, seul Monsieur Causse a la parole, voilà. Chers collègues. Donc, même un amendement identique, donc même argument. Même argument. Je vous remercie. Alors, donc j'imagine que vous êtes favorable et je vais demander l'avis de la ministre. Alors, sur l'amendement porté par Madame la députée Hay, c'est un amendement qui vise à ce qu'au moins l'un, pardonnez-moi, des deux parlementaires désignés par le HCF soit issu de l'opposition. J'émettrai un avis de sagesse. Je pense que le Parlement est souverain dans sa décision sur cet amendement. Sur le 44 de Monsieur le rapporteur Causse, en toute logique, j'aurai là aussi un avis de sagesse. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Sansu, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Il me semble que l'amendement de Madame Hay est satisfait avec les amendements que nous avons adoptés tout à l'heure, qui visent à donner à l'opposition une représentation directe au sein du HCSF. Donc on peut le voter par principe, mais ça n'a aucune valeur normative, de manière à assurer une représentation pluraliste. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc je pense sincèrement que les amendements qui ont été adoptés tout à l'heure sont bien mieux. Et je rappelle que le droit d'amendement est inaliénable et qu'on ne peut pas dire que quand il y a des discussions en commission, ça interdirait les discussions en séance publique. Alors, sauf si vous êtes favorable à l'amendement, Monsieur Rome, permettez-moi d'en douter, mais j'écoute votre démonstration en soutien de l'amendement de Madame Hay. Mais on y est absolument favorable, puisque cet amendement demande à ce qu'il y ait du pluralisme au sein. Et qu'est-ce que nous venons d'adopter? Le fait qu'il y ait du pluralisme. Donc, il n'y a aucun souci pour pouvoir confirmer cette volonté que l'Assemblée a déjà votée lors de l'amendement précédent, qui garantit, pas de manière formelle, de manière très concrète, avec les désignations des présidents des commissions des finances, la pluralité. Donc, nous ne sommes pas contre cet amendement. Bien, je vous remercie. Je vais donc pouvoir mais j'ai bien entendu. Je vous remercie pour vos explications. Je vous rappelle, c'est un scrutin public. Donc, je vous invite à regagner vos places et je vous rappelle donc la commission qui est favorable et le gouvernement qui donne un avis de sagesse. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 65, exprimé 62, majorité 32, pour 61, contre 1. L'Assemblée nationale a adopté. Nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le premier, le 14, Monsieur Sitzenstuhl qui nous le présente. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vais défendre l'amendement de notre collègue Daniel Labaronne qui propose de compléter l'alinéa 5 avec la phrase suivante: les parlementaires ainsi désignés disposent de voix consultatives. Vous l'avez bien compris, c'est une nouvelle manière de sensibiliser l'hémicycle à la nécessité de bien conserver le rôle et la mission originelle du Haut Conseil de stabilité financière et donc d'écrire, de prévoir que les parlementaires qui siègent dans cette instance-là ont voix consultative. Notre collègue s'appuie notamment dans sa démonstration sur la directive européenne du 26 juin 2013 qui dit que la France veille à ce que les autorités compétentes disposent de l'expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées par différents textes européens. On voit bien
que le Haut Conseil de stabilité financière a d'abord un objectif d'expertise et doit se tenir à bonne distance des joutes politiques. Je vous remercie. Le 31 qui nous le défend. Monsieur Brun, désigné par les collègues, vous avez la parole. Et merci Madame la Présidente. Le groupe socialiste n'est pas encore autogéré, mais je vous remercie en tout cas d'avoir désigné. Oui, nous proposons effectivement que ces membres aient voix consultative dans la ligne évidemment de ce que nous défendons depuis le début et afin de garder le caractère d'expertise de ce Haut Conseil que nous souhaitons encore une fois non normatif. Là, monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Donc, ces deux amendements vont dans le même sens que d'autres qui ont été déposés précédemment, qui n'ont que pour seul et unique objectif, c'est de faire en sorte que la représentation nationale et le Sénat n'aient pas de rôle, ou en tout cas, même à un moment, ne soient pas membres du HCSF. Donc, je pense que si des parlementaires sont au HCSF, c'est pour effectivement jouer un rôle important et pouvoir s'exprimer et donc pouvoir participer au vote et aux décisions qui y sont prises. C'est la moindre des choses. Si les parlementaires représentent les deux chambres, c'est qu'ils puissent quand même, à un moment ou à un autre, je dirais, voter. Donc, avis défavorable à ces deux amendements. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Sur ce sujet précisément d'une voix consultative donnée aux parlementaires ajoutée dans la composition du Haut Conseil stabilité financière, les deux amendements 14 et 31, je considère que c'est au Parlement d'en décider. Le HCSF, on a eu l'occasion d'en parler au début de l'article 1, est une instance technique indépendante, non politique, je le rappelle. Et j'aurai sur ces deux amendements un avis de sagesse. Je vous remercie. Donc je n'ai pas de prise de parole. Je vais passer au vote de l'amendement 14, donc avec un avis défavorable de la Commission et sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 31, donc un avis défavorable de la Commission, sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement numéro 8. Et je vous indique d'ores et déjà que sur le vote de l'article 1er, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Monsieur Rome, vous avez la parole. Oui, il s'agit ici en fait de sortir du dogme comme quoi la science économique est pure, objective et que l'instance du Haut Conseil à la stabilité financière serait totalement dénuée en fait de présupposés politiques. Eh bien, si, on le sait, puisque il y a des personnalités politiques qui y siègent à la présence du ministre de l'économie, mais aussi on sait très bien que il y a des présupposés en fait aux théories économiques et donc toujours dans ce souci de pluralité, on estime que quand on fait le choix des experts, eh bien, on prenne en compte les différentes écoles économiques qui existent afin de garantir cette pluralité qui c'est elle qui va nous préserver en fait des risques systémiques. Parce que si on n'a qu'un seul point de vue, eh bien, le risque systémique est plus facilement peut arriver. On ne va pas anticiper. Tandis que si on a des points de vue différents, eh bien, on peut anticiper ce risque. Voilà, donc c'est un amendement de bon sens. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc cet amendement est problématique pour une raison principale. C'est tout d'abord qu'il ne définit pas ce que c'est que les différentes sensibilités économiques. Et c'est donc un critère qui, tel qu'il est écrit, est beaucoup trop imprécis et qui laisserait à prima l'appréciation politique alors que l'indépendance des personnalités qualifiées doit être préservée. Donc, à l'instar de ce que vous dénoncez dans l'exposé sommaire de votre amendement, c'est votre amendement qui serait quelque part, qui remettrait en cause l'indépendance du HCSF. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important de laisser des personnes qualifiées, des idées comme l'ont été jusqu'à présent, pouvoir participer au HCSF.
CSF, donc avis défavorable. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Votre amendement, Monsieur le député Rome, vise à assurer la représentation de différents courants de pensée au sein des personnalités qualifiées. J'aurais un avis défavorable en plus des arguments du rapporteur Causse. Donc, Monsieur Rome, vous le retirez. Le 46, Monsieur Causse, Monsieur le rapporteur. Actionnel. Madame la Ministre. Favorable. Favorable. Madame Hay, vous avez la parole. Madame la Présidente, je vous demande une suspension de séance de 5 minutes, s'il vous plaît. C'est bon, la bien. Oui, la séance est suspendue.
La séance est reprise. Donc, nous en étions à l'amendement 46 de Monsieur Causse qui a reçu un double avis favorable. Donc, je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Ah, attendez, chers collègues, il faut... Non, mais attendez, non, parce que, alors c'est la reprise, hein, on va dire que c'est normal qu'il y ait un peu de flottement. Donc, je vous rappelle l'amendement 46, avec un double avis favorable commission-gouvernement. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons au numéro 7, qui nous le présente. Monsieur Salah, vous avez la parole. Par cet amendement, on voudrait augmenter le nombre de réunions réalisées chaque année par le Haut Conseil, passant ainsi d'une réunion de décision trimestrielle à une réunion de décision bimestrielle. Pour le moment, le Haut Conseil se réunit 4 fois par an et tant que de besoin. Nous trouvons cette formulation assez floue car elle laisse au gouvernement la possibilité de déterminer la nécessité de la tenue d'une réunion. Cette formulation lui laisse donc la possibilité de ne pas réunir ce Haut Conseil pour agir rapidement en cas de risque systémique. L'augmentation de la fréquentation de ces réunions reviendrait non seulement à faciliter la réactivité de ces prises de décision, mais aussi de lui garantir les moyens d'agir et de mieux suivre les évolutions des conjonctures économiques et financières. La proposition de loi pour l'instant actuellement prévoit que les mesures sur les conditions d'octroi de crédit ne durent que pour une période maximale de 3 mois, soit les échéances de chaque réunion des décisions du Haut Conseil. Cette disposition prévoit en fait une paralysie du Haut Conseil qui sera contraint de traiter chacune des décisions normatives à chaque réunion décisionnelle. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous souhaitez augmenter le rythme des réunions du HSF. Il y en a déjà 4. Vous souhaitez le passer à 6. Après audition des membres du HSF, nous ont informé qu'ils avaient tous les mois des réunions de travail, donc rien aujourd'hui ne les empêche d'en faire plus de 4 s'ils le souhaitent. Donc avis défavorable pour maintien du texte tel qu'il est aujourd'hui. Sinon, retrait ou défavorable. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Même avis, une demande de retrait, sinon défavorable. Je vous remercie. Alors, il est retiré, donc nous en arrivons au vote de l'article 1er. Je vous rappelle, c'est un scrutin public. Donc, merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 79, exprimé 69, majorité 35, pour 27, contre 42. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en arrivons donc à l'article 2. Et nous avons des amendements de suppression. Le premier, le numéro 1, Monsieur Sansu, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Bon, écoutez, ce que je vous propose d'abord, c'est d'adopter cet amendement numéro 1. Et comme ça, on en aura fini pour ce soir. Cet article 2 nous semble d'une part inutile et d'autre part risqué. D'abord, les banques disposent déjà de dérogations puisqu'elles peuvent déroger à la règle des 35% dans 20% des cas. Or, la part de dérogation constatée n'est que de 12%, preuve que les banques n'utilisent pas toutes leurs possibilités ou peut-être qu'elles sont assez sages. On peut constater aussi que nombre de banques continuent d'appliquer un taux d'endettement plus restrictif, à 33%, l'ancien taux d'effort. Créer une dérogation semble donc inutile. Ensuite, si le taux d'effort existe, c'est parce qu'il permet de protéger les ménages du risque de surendettement et de prévenir le risque systémique qu'il pourrait entraîner sur l'économie. Le Haut Conseil de stabilité a plusieurs fois rappelé la centralité de la règle du taux d'effort dans l'arsenal pour la stabilité financière. Faire sauter ce verrou s'avérerait particulièrement dangereux
et pour les ménages et pour l'économie. Alors certes, la version qui nous est proposée aujourd'hui est moins mauvaise que la version initiale puisque celle-ci prévoyait de laisser chaque banque choisir seule de la règle dérogatoire. Quand on voit l'usage qui est fait des modèles internes des banques pour les critères de Bâle, autant dire que c'était la fin des 35% puisqu'ils auraient choisi de cette dérogation-là. Le nouveau dispositif propose une règle dérogatoire unique déterminée par le Haut Conseil, mais lui-même a dit qu'il ne fallait pas de nouveaux critères ou de nouvelles dérogations. Vous me permettrez de penser, monsieur le rapporteur, que le texte que nous étudions ne réglera en rien l'accès au crédit et ne résoudra en rien la crise du logement que nous connaissons. Voilà, inutile, voire risqué. Nous proposons donc la suppression de l'article 2 et on en restera là pour ce soir. Je vous remercie. Le 32, Monsieur Boulou, vous avez la parole. Oui, comme mon collègue Sansu, cet amendement, il vise à supprimer cet article 2 qui permet aux établissements de crédit de contourner les règles du Haut Conseil de stabilité financière en cas de demande de crédit, sous condition de prouver l'existence de risques d'endettement excessif. Les députés de mon groupe ils critiquent cette dérogation, qui est par ailleurs totalement floue dans sa définition, et nous estimons qu'elle pourrait entraîner des prêts sur des périodes plus longues, de 30, 40, 50 ans, sans supervision. Et nous pensons que ce n'est pas souhaitable. Donc il convient donc de supprimer cet article. Et comme le disait mon collègue Sansu, ça raccourcira également la soirée. Je vous remercie. Le 51, Madame Arrigui, vous avez la parole. Bien, merci Madame la Présidente. Nous allons poursuivre pour proposer de raccourcir la soirée en proposant la suppression de l'article 2 qui permet la dérogation aux conditions habituelles d'emprunt immobilier. La réécriture proposée lors de l'examen du texte en commission des finances ne nous donne aucune garantie de l'utilisation du dispositif par les banques et les établissements de crédit. Je rappelle que celle-ci dispose déjà, comme j'ai indiqué lors de mon intervention en tribune, de la possibilité inexploitée de déroger au taux d'effort de 35% dans 20% des dossiers tous les 3 mois. Et donc, je le répète, il aurait été souhaitable qu'un travail parlementaire plus substantiel soit réalisé sur l'accès au logement, les parcours résidentiels, les emprunts contractés par les ménages, le rôle et la surveillance macroprudentielle des banques en matière de crédit immobilier. Ce travail aurait pu permettre une étude d'impact de la mesure proposée par le système financier. Et donc, en l'absence de ce travail préalable, nous proposons la suppression de cette mesure inaboutie. Et d'ailleurs tellement inaboutie que vous avez voté contre votre propre texte pour l'article 1. Je vous remercie. Alors, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, je pense que dans l'exposé des motifs, des prises de parole, vous répondiez à l'article 2 tel qu'il était sur la PPL initiale. Parce qu'aujourd'hui, l'article 2, je parle de ceux qui ont pris la parole avant vous, chers collègues, l'article 2 tel qu'il est ne remet pas en cause le pouvoir normatif du HCSF et donc la possibilité d'avoir un taux d'endettement de 35%. Il reviendra, comme aujourd'hui au HCSF, de définir le taux qu'il souhaite, de 33, 35, 40, peu importe, rien dans la loi n'interdit effectivement au HCSF de prendre donc des normes et de les imposer aux établissements bancaires, et rien dans cet article 2 tel qu'il est après la commission n'autorise les banques à déroger au-delà des normes du HCSF. Je tiens à le préciser parce que j'ai entendu des explications différentes. Cet article 2 reprend la loi telle qu'elle existe aujourd'hui en rajoutant les points suivants, en reprenant l'intérieur de l'article, les enjeux économiques et de croissance, en rappelant les risques bancaires normes Bâle 3, en demandant à ce que les décisions soient rendues plus publiques, en demandant à ce qu'il y ait des clauses de revoyure aujourd'hui tous les 3 mois. J'ai vu qu'il y avait des amendements pour aller un peu plus loin, on verra ce qu'il adviendra, des débats parlementaires, et aujourd'hui aussi en demandant le CCSF comme avis avant les décisions normatives du HCSF. Voilà, donc l'article 2 sorti de la commission ne correspond pas du tout aux exposés que vous venez d'énoncer. Donc avis défavorable pour qu'on puisse continuer à débattre sur cet article 2 tel qu'il est en commission et qu'on continue à l'enrichir. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je serais défavorable à ces amendements de suppression de l'article 2. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, moi j'y serais extrêmement favorable du fait même du sort qui a été fait à l'article 1. Parce que le seul intérêt de cette loi qui aurait pu peut-être entraîner certaines personnes à accepter le compromis que vous proposiez, je vais revenir sur l'article 2, c'était l'entrée des parlementaires. Et ce que je ne comprends pas, chers collègues de la majorité, enfin de la majorité, des groupes gouvernementaux, c'est que
ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez voté contre l'article 1 alors que les amendements, tout simplement, rendaient concret, de manière effective, le fait qu'il y ait des parlementaires de l'opposition, ce que vous affirmiez vouloir faire par principe. Donc ça ne pouvait pas suffire à voter contre l'article 1. Donc en réalité, on se retrouve maintenant avec le seul intérêt, manifestement pour vous, de cette proposition de loi, et là, moi, je trouve que le compte n'y est pas, c'est-à-dire donner la possibilité au Conseil de déroger sur la question du taux d'effort. Et là, je ne suis pas d'accord parce que je pense que ce système-là entraîne une augmentation des prix dans le sens où, justement, au lieu de régler la question fondamentale du logement, c'est-à-dire que le logement est trop cher et que c'est ça la question sur laquelle il faut s'attaquer, vous adaptez le crédit pour que le logement reste trop cher, mais que les gens se surendettent. Ce n'est pas une bonne politique. Je vous remercie. Alors, Madame Dalloz, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Moi, ce que j'entends ici m'interpelle. Il a été rappelé tout à l'heure par, je crois, le rapporteur du texte et par Madame Hay, que les crédits immobiliers, aujourd'hui en France, il y avait très peu de défaillances. C'était les emprunts, aujourd'hui, où il y avait le moins de défaillances. La raison, et ça a été rappelé par un de mes collègues tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de crédits aujourd'hui. L'immobilier est complètement figé. Alors, la réalité, dans votre amendement aujourd'hui, supprimer cet article, c'est interdire l'accès à certains ménages aux emprunts, à la possibilité d'acquérir un appartement ou une maison. Mais c'est ça que vous voulez. Et c'est continuer à détruire les emplois du BTP. Parce que la réalité, c'est que si vous refusez, si vous supprimez l'article 2, vous allez encore anéantir un secteur qui aujourd'hui n'a pas besoin d'être affaibli. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il est impératif qu'on ne supprime pas l'article 2. Moi, je fais confiance à la fois au système, au Conseil et au système bancaire pour justement mesurer la capacité des emprunteurs à rembourser leurs emprunts. Mais la régulation, Monsieur le Président de la Commission des Finances, la régulation du prix de l'immobilier, ce n'est pas dans ce texte-là. Aujourd'hui, c'est donner la possibilité à des gens d'avoir accès au crédit immobilier. C'est tout. Alors, donc j'ai une prise de parole contre et une autre prise de parole pour. Non, il n'y a pas de prise de parole pour. Monsieur Rome, je n'avais pas vu votre main levée, donc vous avez la parole. Oui, effectivement, nous serons pour la suppression de cet article, même si au départ, vous avez pu remarquer que notre groupe n'avait pas déposé d'amendement de suppression dans un souci de co-construction que finalement vous avez abandonné en cours de route. Dire que, en fait, sur les marges actuelles, en fait, d'octroi de crédit, bien en fait, les banquiers nous disent eux-mêmes qu'il n'y a pas de problème. Le problème qu'ils rencontrent, en fait, c'est que les gens attendent que les taux d'intérêt baissent. C'est pour ça qu'ils ne contractent pas de crédit pour aller ensuite acheter leur maison principale. Mais il y a un autre effet auquel je voudrais que vous fassiez attention avec ce taux fixe à 35%. C'est que si on autorise la possibilité de s'endetter à 50% quand on gagne 20 000 € par mois, par exemple. Eh bien, en fait, ce qu'on va favoriser en libéralisant, en dérégulant, en fait, l'octroi de crédit, c'est la concentration des biens immobiliers dans les mains d'un très peu nombre de personnes, celles qui ont le plus de moyens financiers et qui peuvent, à la fin du mois, finalement, s'ils lâchent 10 000 € de crédit, ils ont encore 10 000 € pour vivre et donc leur taux d'effort, finalement, n'est pas mis à contribution. Et donc, c'est un amendement qui, cet article 2, contribuerait à continuer à concentrer les moyens immobiliers, l'argent concentré dans l'immobilier, dans les mains de quelques-uns. Bon, je n'ai pas été clair, mais... Alors, est-ce que comme sur l'article 1, chaque groupe souhaite s'exprimer ou pas? Non. Alors, donc on va pouvoir passer au vote. Alors, donc je vous rappelle un double avis défavorable, commission, gouvernement. Donc, qui est pour?
Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement 10. Qui nous le présente? Monsieur Salah, vous avez la parole. Oui, suite à la proposition de loi de notre collègue Châtelain examinée en commission des finances portant sur la sortie des actifs fossiles, nous proposons d'octroyer au Conseil de stabilité financière la possibilité de définir un coussin financier supplémentaire en proportion des actifs fossiles détenus par les acteurs financiers. Le Haut Conseil détermine déjà les modalités d'un coussin face au risque systémique et d'un coussin contracyclique. Mais pour le moment, il ne dispose pas de tous les outils pour agir contre ce risque systémique induit par le changement climatique. Pourtant, les nombreuses analyses concernant les modalités de notre transition écologique sont claires. Il faut sortir des actifs fossiles qui, par leur régulation, puis leur interdiction, ont une valorisation appelée à se déprécier au fil du temps. Ces actifs fossiles présentent donc un risque en cas de dépréciation soudaine, ce qui est presque certain dans les prochaines décennies. Donc voici, pour assurer une véritable bifurcation écologique et respecter les objectifs de l'accord de Paris, il faut hâter la fermeture des sites de production charbonnière, pétrolière et gazière. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Alors, un tel dispositif serait sans lien avec le mandat du HCSF, qui est d'assurer la stabilité financière de l'ensemble du système économique et non d'anticiper la dévaluation d'un type d'actif et de décider des politiques d'investissement des établissements bancaires. Je crains par ailleurs que ce coussin supplémentaire dégrade la capacité des banques à octroyer des prêts, ce qui va totalement à l'encontre de l'objectif de cette proposition de loi. Donc, avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Même avis défavorable. Je vous remercie. Madame Hay, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, merci. Le groupe Renaissance votera contre cet amendement parce qu'il n'est pas question d'ajouter davantage de normes. Mais en fait, je voulais réagir aux précédents amendements de suppression et rebondir peut-être sur les propos de Monsieur le Président Coquerel. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté dans vos propos. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête, loin de là. Je dis juste que dans les propos que vous avez utilisés, ceux-là sont malhonnêtes. Parce que vous dites que nous avons voté contre l'article 1 car nous refusons le pluralisme. Nous avons eu un amendement voté du groupe Renaissance qui intègre du pluralisme dans la gouvernance du HCSF. Pourquoi nous avons voté contre l'article 1? Parce que tout simplement vous l'avez déséquilibré. Vous avez dénaturé cet article en y intégrant non pas 2 mais 4 parlementaires et auxquels vous avez ajouté 2 suppléants. Ça représente un tiers de la gouvernance du HCSF. Nous ne pouvions pas être d'accord avec cela. Nous souhaitions une représentation nationale pour pouvoir avoir une représentation justement de nos concitoyens et de faire vivre le débat au sein de cette instance. Et encore une fois, vous avez dénaturé par votre volonté excessive d'en faire toujours plus. Donc voilà pourquoi nous avons voté cet article contre l'article 1. Et pour cet article 2, moi je tiens juste à rappeler que les établissements de crédit ne fixent pas les conditions de dérogation comme ils étaient prévus initialement par la PPL. Nous avions un amendement de réécriture qui a été adopté en commission et qui, nous trouvons, fait vraiment la part belle au consensus. Et c'est le HCSF et non pas les établissements de crédit qui fixera les conditions de dérogation aux normes sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Donc c'est pourquoi nous étions contre les amendements de suppression et c'est pourquoi nous sommes attachés à cet article 2. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Enfin, des propos malhonnêtes, ça veut dire qu'on est malhonnête. Donc Nadia, enfin si. Non, alors justement, en plus de ça, juste pour rectifier, je n'ai pas dit que vous n'aviez pas voté sur l'article 1 parce que vous étiez contre le pluralisme. J'ai dit que non, je fais très attention à ce que je dis et je me rappelle bien. Non, c'est que vous écoutez mal. C'est que ce que j'ai dit, c'est que
c'était à partir du moment où vous ne votez pas sur l'article 1, alors qu'il met concrètement en application une mesure que vous avez vous-même proposée à travers le pluralisme, ça signifie en réalité que ce qui vous importe dans cette proposition de loi, c'est l'article 2, et que l'article 1 était là finalement pour habiller les choses. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, nous allons pouvoir passer au vote. Je vous rappelle l'avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 35 qu'il nous le présente. Alors, Monsieur Cazeneuve, vous avez la parole. Oui, peut-être aussi, avant de défendre strictement, si vous permettez, Madame la Présidente, répondre au Président de la Commission des Finances. Non, l'article 1 a été dénaturé. Et nous étions favorables à la présence de 2 parlementaires et nous nous retrouvons, après 2-3 amendements votés, avec 6 parlementaires présents. Donc ça n'est plus de la collaboration, c'est une sorte de défiance généralisée. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés assez logiquement à cet article 1 tel qu'il était réécrit. Et nous ne désespérons pas de revenir un petit peu de raison par la suite dans le cadre en particulier de la navette parlementaire. Sur cet amendement 35, mes chers collègues, il souhaite supprimer l'article 3, l'alinéa 3, pardon, de l'article 2 qui est superfétatoire puisqu'il est déjà satisfait dans la mesure où il fait référence à un règlement européen qui s'applique déjà. Donc je pense qu'en cohérence, ça me paraît alourdir le texte que de rajouter cet alinéa 3. Donc je propose de le supprimer. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, votre amendement, cher collègue, Monsieur le rapporteur général, l'alinéa 3, votre amendement donc, propose de supprimer l'obligation pour le HCSF, lors de sa prise de décision relative aux conditions d'octroi de crédit, de tenir compte du niveau de respect par les entités soumises à ces décisions des exigences prudentielles définies par le règlement de l'Union européenne, du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'objectif de ce paragraphe de l'article 2, justement, est de rappeler que le respect des normes dites normes BAL 3 doit être un facteur pris explicitement en compte par le HCSF afin de moduler ses décisions relatives aux conditions d'octroi de crédit. En effet, donc, le bon niveau d'application de ces normes par les établissements français est un élément d'évaluation de la stabilité du secteur financier qui peut avoir des conséquences sur la détermination des conditions d'octroi de crédit. Donc je pense que cet alinéa vient justement renforcer les inquiétudes que certains avaient pu avoir au début de l'examen de ce texte sur le fait qu'avec, soi-disant, cette PPL, nous risquerions d'aggraver une crise financière ou une crise bancaire. Donc le fait de rappeler que les normes européennes s'imposent et qu'elles sont là déjà pour garantir le fonctionnement des établissements bancaires et rappeler qu'elles s'appuient aussi, que le HCSF s'appuie sur ces normes-là pour les normes qu'il aura à décider et à prendre, me semble aller justement dans le bon sens et répondre aux inquiétudes que certains pouvaient avoir au début de ce texte. J'espère que cet alinéa pourra les rassurer. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. J'aurais un avis favorable sur l'amendement 35 du député Cazeneuve qui supprime la référence au règlement européen CRR parce que ce règlement s'applique déjà et que les banques y sont déjà soumises. Avis favorable. Je vous remercie. Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je suis également favorable à la suppression de cet alinéa. Mais pour vous dire à quel point ce texte, et le rapporteur a fait un pas en ce sens en commission, a besoin de ne pas écarter notre pays du droit européen, tant il en va de la stabilité financière, mais également de la soutenabilité de notre dette privée, qui est un des éléments à la fois de solvabilité, mais aussi d'attractivité de notre pays. Au
cas d'espèce, moi j'avais fait un amendement qui permettait de soumettre l'application de cette loi à l'avis de la Banque centrale européenne. En réalité, c'est uniquement l'article 2 qui est soumis à l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais je pense que l'avis devrait être recueilli sur l'ensemble de cette proposition de loi. Et c'est un des éléments qui, à mon sens, pourra être étudié au travers de la navette. Mais au cas d'espèce, oui, évidemment, c'est une redondance qu'il faut supprimer. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Donc, je vous rappelle un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. L'amendement 48. Monsieur le rapporteur. Rédactionnel, là. Madame la ministre, votre avis sur l'amendement? Favorable, madame la... Je vais le mettre aux voix avec un double avis favorable qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 40, monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, toujours dans l'objectif de ne pas écarter la pratique française du droit européen, il est proposé de préciser que c'est à titre exceptionnel que les dérogations puissent avoir lieu, considérant que les critères qui ont été introduits par le législateur en 2013 ne visaient pas à rendre le crédit plus rare, mais à le rendre plus sûr dans un contexte d'instabilité financière, et considérant également qu'il faut faire peser le moins de risques possible sur l'objectif central poursuivi par la BCE, et qui est précisément la stabilité financière. Donc il s'agit de rajouter le fait que ces dérogations sont possibles, mais à titre uniquement exceptionnel, rappelant que la règle, ce sont les critères du HCSF, qui encore une fois ne sont pas faits pour rendre le crédit plus rare, mais plus sûr. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Donc, en effet, cette précision n'est pas forcément, je dirais, nécessaire sur le plan légistique, mais bon, elle mérite de clarifier l'intention justement de l'article qui a été voulu par le législateur. Donc, c'est un amendement qui a été, je pense, avec un avis favorable par la Commission, donc avis favorable. Madame la ministre. Un avis de sagesse. Sagesse. Madame Dalloz, vous avez la parole. Deux mots. Moi, je suis un peu étonnée de cet amendement parce que est-ce qu'on part du principe qu'une dérogation, elle n'est pas systématique, qu'elle est quand même exceptionnelle? Parce que sinon, si c'est une dérogation, normalement, elle est pas de fait. Elle doit pouvoir se justifier. Et je pense qu'il eût été plus intéressant de mettre une dérogation justifiée, c'est-à-dire donner des arguments pour conforter la dérogation, plutôt que de mettre exceptionnel. Parce qu'on est là plutôt dans la loi bavarde, à mon avis, avec une dérogation exceptionnelle. Par nature, une dérogation, elle est exceptionnelle. Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. La remarque de Madame Dalloz est en effet très juste, et simplement, si j'ai fait le choix d'avoir le terme de dérogation exceptionnelle, c'est pour ne pas avoir à rajouter de contraintes, parce qu'on pourrait se dire que la dérogation est motivée et justifiée par le Haut Conseil de stabilité financière, mais on rentrerait là dans un niveau de complexité encore plus important et qui restreindrait d'autant plus la possibilité d'utilisation de cet article nouvellement créé. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Donc, je vous rappelle un avis favorable de la Commission et sagesse du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 41, Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à préciser quelle est la base qui est prise en compte pour apprécier ces capacités de dérogation. En indiquant qu'il s'agit d'évaluer les capacités d'emprunt des co-emprunteurs, parce que par définition, on n'est pas toujours seul emprunteur, notamment en matière immobilière. Ça me paraît être un amendement de précision utile. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Donc,
D'un certain côté, on peut penser qu'il conviendrait de laisser une certaine liberté au HSF dans la fixation des critères de dérogation et de ne pas trop alourdir la rédaction de l'article justement mentionné du Code monétaire et financier. De l'autre, la précision proposée a le mérite de clarifier l'intention du législateur sur la nécessité de mieux prendre en compte le reste à vivre des emprunteurs. Je formule donc un avis de sagesse sur cet amendement. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. 31, vous proposez de préciser, monsieur le député, que la dérogation par les banques s'effectue au regard des capacités financières globales des co-emprunteurs. Ce sera un avis défavorable du côté du gouvernement parce que cette précision ne relève pas pour nous du domaine législatif et c'est la seule et unique raison pour laquelle j'aurai un avis défavorable, enfin le cas échéant, une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Merci. Je vous remercie. L'amendement il est retiré. Le 26 qui me le présente. L'amendement 26. Il n'est pas défendu. Des amendements identiques. Le premier, le numéro 12. Monsieur Sala, vous avez la parole. Oui, nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6 de l'article 2 qui prévoient d'entraver fortement la capacité d'action du Haut Conseil de stabilité financière. En fait, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, monsieur le rapporteur prévoyait de tordre le bras au Haut Conseil en permettant aux banques, si elles le souhaitaient, de s'affranchir des règles macro-prudentielles décidées pour leur propre protection. Évidemment, il y a eu pas mal de protestations en commission et face à cette légitime levée de bouclier, il a donc été proposé de réécrire l'article. Mais maintenant, il a trouvé un autre moyen de contraindre à nouveau le Haut Conseil. En effet, tel qu'il est écrit, cet alinéa prévoit une limite maximale de 3 mois, voire la discussion à 6 mois, pour toutes les mesures fixant les conditions d'octroi et de crédit. Or, le Haut Conseil ne se réunit en l'état que tous les 3 mois. Ni la conjoncture économique, ni la variation du risque systémique ne varient sur des échéances aussi brèves. En limitant l'adoption de mesures pour une période maximale de 3 mois, il prévoit donc un délai insuffisant pour agir durablement et assainir le contexte économique et financier qui justifiait la mise en place de telle ou telle mesure. Vient ensuite la question du renouvellement de ces mesures. La coïncidence entre le nombre de réunions de décisions prévues par an et le délai maximum accordé implique que chacune des mesures devra être passée en revue à chaque réunion en vue d'un éventuel renouvellement. Cela aura pour effet d'alourdir profondément l'ordre du jour de ces réunions et de décision et entravera de fait la capacité du Haut Conseil à se positionner sur d'autres sujets. Merci. Je vous remercie. Le 28 n'est... écoutez, moi j'ai le 28 et j'ai... Alors attendez, oui, le 24. Monsieur Cazeneuve, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On est sur un alinéa extrêmement important. Et je voudrais moi d'abord saluer le travail qui a été fait par le rapporteur pour réécrire cet article 2. Pour autant, je trouve que la limitation aujourd'hui à 3 mois telle qu'elle existe ne me paraît absolument inopérante. D'abord, il faut partir du principe que le HCSF essaie de trouver en permanence un équilibre entre le surendettement des ménages et favoriser l'accès à l'emprunt. Il n'est pas évidemment dans une logique où il serait contre le développement de l'emprunt immobilier. Prendre des règles normatives pour 3 mois, c'est créer une incertitude, une instabilité réglementaire qui rendrait le travail opérationnel des réseaux bancaires infaisable, qui créerait un risque sur les emprunteurs qui ne sont pas capables. Le rythme de 3 mois n'est pas compatible d'une part avec le stock, évidemment, n'en parlons pas, où l'endettement est sur 20 ans, et pas non plus avec le flux, puisque les délais d'accès à l'emprunt sont évidemment, souvent bien supérieurs à 3 mois. Donc ce rythme de 3 mois n'est pas adapté, à mon avis, à ce que nous voulons faire. Aussi, expliquer que la flexibilité pour les banques existe déjà. Et si elles étaient véritablement contraintes par les règles
édictée par le HCSF, eh bien, elles seraient embutées par rapport à la flexibilité à laquelle elles ont droit. La flexibilité, elle est de 20%, chacun ici le sait, et de fait, elle est aujourd'hui aux alentours de 15%. C'est-à-dire que les banques ne prennent pas aujourd'hui la flexibilité. Donc, ça n'est pas ça qui véritablement, aujourd'hui, limite le nombre de prêts. Je voudrais aussi éveiller votre attention, attirer votre attention sur le document de la BCE qui vient de sortir. Je ne vais pas vous le lire entièrement, simplement vous dire que... Non, parce que vous êtes au-delà de vos 2 minutes, Monsieur Cazeneuve. Très bien, je conclus, Madame la Présidente, je vous en remercie. À la lumière de ce qui précède, la BCE suggère que toute clause de limitation dans le temps concernant les mesures relatives aux emprunteurs porte sur une période suffisamment longue. Donc soit il faut augmenter de manière très significative le délai, soit il faut supprimer cet alinéa. Je vous remercie. Donc le 28 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, nos collègues de la France Insoumise, qui tout à l'heure voulaient plus de réunions, maintenant en veulent moins, de la part du HSF pour étudier les décisions qui ont déjà été prises. Là, ce qu'il est proposé dans le fonctionnement du HSF, c'est une sorte de clause de revoyure. Je vous rappelle que le HSF, l'ordre du jour et les décisions, enfin les propositions qui sont faites ne viennent qu'une et qu'une seule personne, c'est le gouverneur de la Banque de France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec le texte initial, une fois que des normes sont prises, si le gouverneur ne remet pas à l'ordre du jour ce sujet-là, rien ne l'oblige à le faire. Au-delà de la personne qui a à traiter l'ordre du jour, je ne comprends pas comment une Assemblée nationale peut admettre et accepter qu'une et une seule personne décide non seulement de l'ordre du jour, mais aussi des propositions qui sont faites. C'est-à-dire qu'aucun membre ne peut demander à rajouter un point à l'ordre du jour. Aucun. Donc si derrière, nous n'avons pas un garde-fou pour dire que ces décisions normatives qui viennent s'imposer quand même à la loi, à tout, qu'il n'y a aucune clause de revoyure, c'est quelque part sur le plan démocratique, moi je vous le dis, très inquiétant. Je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, on peut peut-être discuter du délai de 3 mois, le revoir, c'est ce qu'on va vous proposer après. Il y a des amendements pour aller peut-être un peu plus loin, parce que je peux comprendre que tous les 3 mois, on puisse peut-être considérer que c'est entre guillemets une perte du temps pour les membres du HSF de revoir si les normes doivent être reconduites ou pas, parce qu'il s'agit de savoir si on les reconduit ou pas. Et le travail complet n'est pas à refaire non plus. Donc je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose d'hyper contraignant. Mais dont acte, on peut revoir, peut-être le faire tous les 6 mois, mais de là à dire qu'il n'y a aucun délai, qu'il n'y a rien, supprimer ces 2 alinéas tels que vous les proposez dans ces amendements-là, reviennent à mettre un pouvoir normatif au-dessus de la loi dans les mains d'une et une seule personne, d'autant plus que l'article 1 n'a pas été voté, que ni la représentation nationale ni la représentation du Sénat ne sera présente au sein du HCSF. Donc, je vous le dis, c'est le moment aujourd'hui où nous débattons du fonctionnement. On a exprimé tout à l'heure, je crois, la quasi-totalité, la volonté de transparence, la volonté d'intégrer des parlementaires pour justement que les décisions du HCSF soient beaucoup plus légitimes et respectées de la part de tous les acteurs, parce qu'elles seraient beaucoup plus partagées par beaucoup plus de monde et en plus rendues publiques. Là, avec cet amendement que vous proposez, vous remettez en cause complètement cette volonté. Ensuite, vous dire pour terminer que s'il y a quelques mois, après 2021-2022, les médias, des politiques, les acteurs du logement ne s'étaient pas mobilisés pour que le HCSF revoie les normes qu'il a mises sur les taux d'usure, rien n'aurait bougé. Rien. Et rien n'obligeait le HCSF à le faire. C'est la pression des Français, la pression des politiques, des médias, qui a forcé le HCSF à revoir ces normes sur les taux d'usure. Voilà, donc avis défavorable à ces amendements de suppression. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole.
Sur ces 3 amendements, vous proposez de supprimer la limitation à 3 mois de la validité des décisions prises par le HCSF en matière de conditions d'octroi de crédit et de supprimer l'obligation de consultation du CCSF. J'émettrai sur ces 3 amendements un avis favorable. D'abord, cette limitation à 3 mois de la validité des décisions prises en matière de taux d'effort ne semble vraiment pas adaptée à la réalité du marché du crédit immobilier. Un crédit, vous le savez aussi bien que moi, il est d'abord négocié, signé, décaissé. Il s'écoule plusieurs mois et bien souvent plus de 3 mois entre le début de la négociation et le décaissement, donc sa prise en compte dans les chiffres. Il nous semble aussi nécessaire de préserver la stabilité de la norme pour le bon fonctionnement des établissements de crédit. Une banque peut difficilement proposer une offre de crédit avec un taux, une mensualité, si elle ne sait pas quelle sera la norme dans 3 mois. J'ajoute, en le citant, l'avis de la BCE qui a été publié en fin d'après-midi. Vous trouverez donc, page 6, la mention susdite. La BCE note que la période très restreinte durant laquelle les mesures relatives aux emprunteurs nuiraient sérieusement à l'efficacité de celle-ci. Le délai de 3 mois mettrait en péril la mise en œuvre effective des mesures. À la lumière de ce qui précède, la BCE suggère que toute clause de limitation dans le temps porte sur une période suffisamment longue. Pour toutes ces raisons, j'aurai donc un avis favorable à ces amendements 12 et 24. Merci. Je vous remercie. Alors, Monsieur Sitzenstuhl, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Bon, on a un débat qui est important là, et il y a plusieurs choses à dire. Déjà sur cet article 2, donc c'est un article qui renvoie à l'article L631-2-1 du Code monétaire et financier. Bon, c'est un article qui est très très long, je ne vais pas en donner la lecture, il y aurait besoin, je pense, d'une demi-heure, mais il faut bien comprendre à quoi sert cet article L631-2-1 du Code monétaire et financier. C'est un article qui dit que le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro-prudentielle et assume les missions suivantes, etc., etc. Donc là, on est avec un article 2 qui vient compléter une partie des missions du Haut Conseil de stabilité financière, qui, comme je l'ai dit, est déjà un article extrêmement fourni et extrêmement précis, alors que l'entête du même article précise qu'on est quand même sur des sujets d'ensemble et des sujets macro. Donc on va, si vous voulez, encore approfondir un texte de loi qui est déjà très fourni et d'une certaine façon surlégiféré. Et donc moi, je vais dans le sens des amendements qui ont été présentés par Jean-René Cazeneuve, et dire aussi, rappeler quand même, que le gouverneur de la Banque de France est indépendant et que nous avons un système monétaire qui fonctionne, c'est comme ça, notamment depuis la mise en place de l'Union économique et monétaire, avec une indépendance des banques centrales et une indépendance du gouverneur de la Banque de France. Cela ne veut pas dire que le gouverneur de la Banque de France fait tout et a tout pouvoir, bien loin de là. Et au sein du Haut Conseil de stabilité financière, il y a effectivement différents membres qui y siègent. Il y a le ministre, il y a d'autres personnes qui sont mentionnées dans la loi, et il y a des discussions. Et bien entendu que le gouverneur de la Banque de France est aussi réceptif, entend des choses, il rencontre le ministre régulièrement, il est auditionné très régulièrement également par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et donc il est également au courant, bien sûr, de ce qu'il se passe dans le pays et des attentes qu'il peut y avoir, par exemple, sur le sujet de l'immobilier et d'autres sujets. Je vais donc dans le sens des amendements qui sont proposés. Je vous remercie, Madame Hay, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Je vais vous surprendre peut-être, en tout cas un certain nombre de collègues ici dans cet hémicycle, pour dire que le groupe Renaissance n'est pas favorable à ces amendements. Il n'est pas favorable parce que, comme l'a très justement rappelé M. Sichenstuhl, le gouverneur de la Banque de France est indépendant. Le gouverneur fixe l'ordre du jour des réunions du HCSF.
le gouverneur valide les propositions du HCSF. Qu'est-ce que permet de faire cet alinéa? Il permet d'intégrer dans la loi l'obligation d'une clause de revoyure. Effectivement, peut-être tous les 3 mois nous paraît peut-être un peu excessif et il faut revoir le délai de la réunion, mais ça oblige le HCSF à se réunir, à discuter, à faire une revue des normes, voir si ces normes sont toujours adaptées au contexte économique, macroéconomique et à la situation immobilière dans notre pays. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cet alinéa dérange le fait de mettre à l'agenda une réunion du HCSF pour faire une revue des normes. Rien n'impose au HCSF de statuer en défaveur de ces normes, de revoir totalement, de bouleverser. Il peut tout simplement reconduire. Mais pourquoi interdire cette réunion? Pourquoi l'empêcher? Pourquoi ne pas la mettre à l'agenda? Et quand la BCE émet ce type de critique ou de recommandation, ça dépend de la manière dont on le prend. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire une durée suffisamment longue. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en droit, ce que je sais, ce sont des délais que nous devons intégrer dans la loi. Alors, est-ce que c'est 24 mois? Est-ce que c'est 12 mois? Est-ce que c'est 6 mois, comme le propose le groupe Renaissance, encore une fois, sur l'amendement 39? Eh bien, je ne sais pas ce que veut dire suffisamment longue. Je sais ce que ça veut dire en termes de mois. Et le groupe Renaissance propose une revue tous les 6 mois, l'amendement 39. Donc, nous sommes défavorables à l'amendement 12 et 24 et nous souhaitons poursuivre jusqu'à l'amendement 39. Je vous remercie. Alors, j'ai déjà eu un pour, un contre. Est-ce que vous souhaitez qu'on ouvre au groupe parce que M. Tavel souhaite s'exprimer? Il n'a pas parlé encore. Alors, alors M. Tavel, c'est pour une intervention brève, comme ça on aura plusieurs expressions. Tout à fait, Madame la Présidente, comme toujours. Pour pointer une contradiction dans le raisonnement du rapporteur et de la collègue Hay. Vous nous dites que vous ne voulez pas que l'on dépende du seul bon vouloir du gouverneur de la Banque de France, mais dans le même temps, vous passez votre temps à défendre des règles européennes qui prévoient justement que le dit gouverneur est indépendant. Donc, il faut être cohérent. Ou vous êtes pour l'indépendance du gouverneur et aller jusqu'au bout de votre logique et laisser le gouverneur être indépendant et agir de façon indépendante, ou alors allez au bout de notre logique et mettez en cause le fait que ce n'est pas un gouverneur indépendant qui doit statuer, mais des décisions de politique monétaire, de politique de stabilité financière, et donc une responsabilité qui doit pouvoir être interpellée et ne pas être laissée dans les mains d'un gouverneur technocratique qui serait en quelque sorte soustrait à la souveraineté populaire et à la légitimité de l'action politique. Je vous remercie. Alors, je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques qui ont donc reçu un avis défavorable du rapporteur et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Ils sont adoptés. Alors, l'adoption de ces amendements fait tomber tous les amendements jusqu'au 50 inclus. Et donc, on reprend sur l'amendement numéro 9. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Alors, à ce moment des débats, rapporteur de cette proposition de loi, au vu des résultats de l'article 1 et de ce vote, je considère que les objectifs de transparence, les objectifs de démocratie au sein du HCSF, permettant à la représentation nationale, au Sénat, permettant d'élargir le périmètre d'intervention du HCSF. Je pense que la PPL, telle qu'elle est sortie de la Commission avec quelques modifications, on se serait dit d'ici quelques mois et dans quelques années que le HCSF était beaucoup plus fort qu'il n'est aujourd'hui ou qu'il n'était précédemment.
Je considère que ces conditions ne sont pas réunies et donc je demande le retrait de ce texte qui n'a plus aucun sens et plus aucune raison d'être débattu à ce moment-là dans cet hémicycle. Je remercie quand même tous mes collègues pour le débat qu'il y a eu en commission et là, mais je le regrette de dire, y compris à tous celles et tous ceux qui soutenaient ce texte, qu'on ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui. Alors, je vous remercie, monsieur le rapporteur. Il est donc pris acte du retrait de la proposition de loi par son auteur en application de l'article 84 alinéa 2 du règlement. En conséquence, il n'y a donc pas lieu de poursuivre la discussion. Et la prochaine séance sera donc demain à 15 h avec les questions au gouvernement, la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, la proposition de loi visant à accélérer et à contrôler le verdissement des flottes automobiles. La séance est levée.